Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale. Beaucoup de questions se posent à propos de l'arrivée des migrants dans les Landes. Les maires des communes de Cabreton, Vieux-Boucau et Souston, ainsi que le président de Max, ont expliqué leur démarche de solidarité au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté notre journaliste. Image. Afin d'exprimer leur solidarité, les communes de Souston, Cabreton et Vieux-Boucau ont décidé d'accueillir 50 des 150 réfugiés présents sur le territoire landais, en constituant ensemble un CAO, ou centre d'accueil et d'orientation. Ce dispositif va fonctionner dès l'arrivée des migrants, dans le courant de la semaine prochaine, jusqu'au 31 mars. Pourquoi 31 mars? Parce qu'après, les hébergements qui ont été affectés sont des hébergements touristiques, et donc ils vont être affectés à l'activité touristique de chaque site. On les met dans les logements où on met les forces de sécurité l'été. Oui, nous, on est sur l'auberge de jeunesse. Voilà. Vieux-Boucau, c'est l'auberge de jeunesse. Nous, c'est les CRS, les VNS. C'est l'endroit où on reçoit les renforts de gendarmerie l'été. Voilà, et à Souston pareil. C'est vraiment des solutions qui ne sont utilisées que partiellement l'été. Donc voilà, on trouve des solutions d'urgence. À une crise urgente. Je crois que les gens qu'on va accueillir sont de passage. Ils vont rester 2 mois, 3 mois. Je ne crois pas que ces gens attendent de nous qu'on soit là pour essayer, entre guillemets, de les intégrer. C'est pas ça qu'ils attendent de nous. Ce qu'ils attendent de nous, c'est un toit, c'est d'être logés, nourris. S'il faut les habiller ou compléter leur garde-robe, ce sera fait, c'est déjà prévu avec les associations. Chez nous, le Secours catholique qui va s'en occuper. Mais nous, on n'est pas là pour les intégrer, parce que ce n'est pas l'objectif de leur parcours, entre guillemets, par rapport au choix qu'ils auront à faire, celui de la demande d'asile ou pas. C'est pas ça qu'ils attendent. Alors après, il y a des systèmes qui sont de notre ressort, communes, les Max, les CIAS, et d'autres qui sont en charge de l'État. Nous, on a pris par convention, on a signé avec la Madame de Marc, le CIAS, tout ce qui est la vie de tous les jours. Les vêtements, l'accueil, les trucs de toilette, voilà. Et tout ce qui est prestations, pour appeler autres, c'est-à-dire la santé, tous le contrôle administratif des identités, l'interprétariat, tout ça, c'est le ressort de l'État. Donc on fonctionne complètement en symbiose avec l'État, chacun étant dans son rôle. Nous avons quelques problèmes de langue. Alors ça, on a vu avec l'État, il y a un pool de traducteurs qui a été mis en place par l'État, je crois qu'il y a une dizaine de langues. Alors on pourra faire des visioconférences, on pourra faire tout un tas de choses, comme c'est un petit groupe, ça ne posera pas de problème particulier. On est prêt, on n'a pas de crainte particulière. Ce matin, je suis allé à la rencontre des riverains, puisqu'on avait dit aussi qu'il était normal que les riverains soient informés de l'arrivée de ces personnes-là. Et très honnêtement, je n'ai ressenti aucune inquiétude et aucune crainte. Cueillir 50 personnes dans les Landes, honnêtement, vers Souston, vers Vieux-Boucau et 10 à Cabreton, c'est pas... Voilà. Nous, l'été, les campings, on passe tous à 25 ou 30 000 personnes, 10 ou 20 de plus. On va trouver des solutions. Les associations caritatives sont sur le pont. Bon, merci à tous. Merci. Voilà. Première victoire de notre équipe de rugby à l'extérieur. Je vous propose de suivre en images les essais de ce match Mouguer-Souston. Gachi s'est fait mal, non? Gachi s'est
fait mal. Force. Pourquoi tu avances pas? Belle antenne. Joue pas, balance-le, joue pas. Laisse tomber, joue pas. La défense est replacée, balance-le. Jette-le, joue pas, joue pas. Oh, ça passera pas, ça passera pas. Fais en avant, allez, fais en avant. Un peu plongé le monsieur là. Alors, putain, on va pas marquer, on marquera pas. Putain, Châtelain, putain. Elle était un peu pas droite, non? Perdu. En avant, repris, pénalité. Il a dépassé là encore où il a fait la faute quand même. Il a encore le bras tendu. Il avait enlevé, il a remis. Hein. Ah ouais? Ouais. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'un maraîcher en agriculture biologique, monsieur Jean-Michel Mauresmo. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de permaculture. Mais qu'est-ce donc la permaculture? La permaculture, c'est une façon de vivre, en particulier au jardin, mais aussi dans toute sa vie, c'est une culture. On peut dire que c'est faire avec la nature et pas contre la nature. D'accord. Aujourd'hui, on va se restreindre au jardin. Hein, et vous allez d'abord nous expliquer la différence qu'il peut y avoir entre la permaculture, qui n'est pas encore très connue, et le bio, l'agriculture biologique. L'agriculture biologique répond à un cahier des charges. On peut faire de l'agriculture biologique avec des intrants
conventionnels autorisés en bio. C'est-à-dire? Par exemple, des amendements organiques. D'accord. Une régulation des animaux qui peuvent gêner l'agriculture avec des pièges à phéromones ou des choses comme ça. Voilà. On peut faire de l'agriculture bio sur des centaines d'hectares. Voilà. Aujourd'hui, la permaculture, c'est plus proche d'une façon de voir le bio en termes de petites structures maraîchères visant à un commerce local, équitable, en équilibre avec son environnement. Et vous, pourquoi êtes-vous venu à la permaculture en fin de compte? Quel est votre parcours et pourquoi venir à la permaculture? Certaines personnes disent que la permaculture c'est très scientifique. Moi je suis un scientifique, donc ça m'a attiré déjà de premier abord. Ensuite je suis traditionnel, donc ce qui m'intéresse dans la permaculture c'est que ça s'inspire et ça s'appuie sur le savoir des anciens. Donc je reproduis un peu les gestes de mon père et de mon grand-père. Voilà. Qu'est-ce qui m'a amené à la permaculture? Eh bien l'urgence peut-être aussi. Que passer du salon au terrain, c'est nettement mieux. Voilà. Aujourd'hui, il y a urgence, on le sait tous maintenant, il y a urgence climatique, mais aussi sociale, économique. Et la permaculture, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On est bientôt au 1er novembre, il y a une bonne nouvelle qui est Toussaint. Et bien, la permaculture, c'est la bonne nouvelle au jardin, c'est la bonne nouvelle pour la planète. Alors vous nous avez parlé pour l'agriculture biologique de grands hectares, de grandes exploitations. La vôtre, elle n'est pas énorme. Voilà, c'est un tout petit jardin. Il fait 800 mètres carrés. Et sur ces 800 mètres carrés, je suis au canon de la permaculture, puisque aujourd'hui la ferme modèle, qui est la ferme du Bec et Loing, en Normandie, où Hervé et Perrine Gruyé vivent avec un SMIC horaire, bien sûr, large, mais un SMIC quand même, sur 1000 mètres carrés. C'est une démonstration qu'ils ont faite au cours des ans. Et donc, ils dégagent un revenu simplement sur 1000 mètres carrés. Bon. Et vous avez décidé de cultiver des espèces ou c'est venu comme ça? Aujourd'hui, la permaculture, elle est très pratique. C'est pas quelque chose d'éthéré, quelque chose de... Voilà. Ce qu'on a aujourd'hui en objectif, qu'on soit permaculteur, débutant ou chevronné, en fait, c'est de pouvoir se nourrir sa famille, et au-delà de ça, de nourrir 5-6 copains, d'alimenter un marché local, de pourvoir au nécessaire, et donc avec toutes sortes de fruits et de légumes. Donc plusieurs espèces. Vous avez décidé de nourrir votre famille, mais aussi d'essayer d'avoir un revenu comme la ferme des Loing en Normandie. Comme la ferme du Bec et Loing, voilà. Aujourd'hui, j'ai une production qui m'a permis de remplir l'armoire de conserve, de piperades, d'aubergines, de confitures de figues. Voilà. L'hiver est là, ou pas encore, mais je serai bien outillé. Quand on est permaculteur, on est cuisinier alors? On est très débrouillard, il faut s'adapter. Voilà. Aujourd'hui, faire avec la nature, c'est aussi faire avec la nature humaine. C'est-à-dire qu'un jour on a des ventes, un jour on n'a pas, on fait avec. Le lendemain, on cuisine. Comment décidez-vous de mélanger vos cultures? La permaculture, c'est aussi un mode d'action. Donc aujourd'hui, c'est scientifique, mais en même temps, on essaye. Voilà. Aujourd'hui, il y a des couples, des légumes qui fonctionnent bien entre eux. Par exemple, oignons recherche carottes désespérément, c'est le titre d'un livre que j'ai acheté. Il y a des couples comme ça de plantes compagnes. Mais en même temps, on peut s'autoriser des écarts. Il y a quelques règles, mais ce qui est à privilégier, c'est ce que l'on voit dans la nature. Pas un carré de mon potager n'est vide. Pas un carré de mes allées n'est désherbé ou sarclé. La nature a repris ses droits. D'accord. Vous reprenez un petit peu la culture de nos anciens qui mélangeaient les plantes. On connaît bien le basilic ou l'œillet d'Inde avec la tomate. On connaît bien le désherbage et le paillage. On parle d'ailleurs de permaculture, en culture sur butte aussi. Voilà. Les techniques se développent partout dans le monde. Elles s'inspirent de ce qui se passe aussi bien en Amérique du Sud par les civilisations anciennes, les Incas,
Par exemple, on plante avec un bâton. On ne va pas planter en retournant la terre, en enfouissant des matières organiques. On va garder les horizons, les différents lits de terre, on va les garder tels quels. Donc du coup, soit on plante une graine en surface, soit la plante précédente va s'auto-planter. Et donc on va bénéficier 1 mois, 2 mois, 3 mois après d'une nouvelle production sans que l'on ait pratiquement rien fait. Et vous faites quoi précisément dans votre jardin? Vous binez, vous sarclez, vous désherbez Plus rien, plus rien. C'est bien finalement. Certains disent que la permaculture c'est l'agriculture des feignants, mais en fait ça ressemble à ça et en même temps il faut être très très attentif à ce qui se passe. Vous pouvez avoir des branches qui vont pousser spontanément et qui vont écraser un peu leur environnement, il faudra les ramener. Il faudra contenir une pousse spontanée de tomates cerises, parce que vous en avez trop. La mauvaise herbe, entre guillemets, se définit maintenant en permaculture non pas comme gênante, mais comme simplement elle dépasse vos capacités de commercialisation ou de récolte ou d'utilisation. Rien n'est inutile, mais quelquefois il y en a trop. Voilà encore une bonne nouvelle au jardin, avoir trop, c'est... Et quand il y en a trop, on fait quoi ? Eh bien, je partage. Voilà. Aujourd'hui, le 3e axiome de la permaculture, c'est partager les surplus. Si j'ai accepté votre invitation, c'est pour faire part de cette bonne nouvelle, mais c'est aussi pour amener, par exemple, quelques légumes, voilà, ou quelques fruits. Là, j'ai du traditionnel, j'ai des noisettes. Bon, ça, tout le monde en a, mais les miennes commencent à être conséquentes. C'est mon père qui a planté les noisetiers, donc je suis content de pouvoir en amener. Après, j'ai fait appel à la nature. Elle m'a fourni tout cet été des arbouses. J'ai planté des arbousiers pour donner un petit peu d'arbre, pour donner un petit peu d'ombre à mon jardin. Donc j'ai plein d'arbouses, elles sont délicieuses. Et enfin, là, j'ai fait appel au savoir-faire ancien et des tribus amérindiennes. Ça, ce sont des coquerets du Pérou. Voilà, c'est délicieux aussi. Et tout ça, je dirais que c'est presque cadeau parce que j'ai pas fait grand chose à part planter quelques minuscules graines au printemps dernier dans des petits baquets et les repiquer. Voilà, ça c'est un petit arbre qui va pousser tout seul et voilà, et c'est ça la permaculture. D'accord. Dans la culture, il y a un petit problème, c'est l'arrosage. En permaculture, faites comment? Vous irriguez, vous arrosez, vous vous servez je suppose, de récupérateur d'eau? Voilà. Alors aujourd'hui, oui, dans ma situation, j'ai des récupérateurs d'eau et j'ai un fourrage que j'ai utilisé de façon assez régulière, peut-être une demi-heure par jour, 1 heure par jour au maximum. Voilà. C'est une situation intermédiaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon écosystème mis en place n'est pas autonome. Le but d'une activité permacole, c'est qu'il soit autonome complètement. Sur la ferme du Bec et Loin, on va avoir inséré dans la parcelle agricole un circuit d'eau. Ce circuit d'eau va permettre de recharger les batteries du système et donc de générer en continu une alimentation à nous. Il n'arrose même plus. Chez nous, ce sera possible avec les sécheresses qui arrivent, qui sont de plus en plus fréquentes? Oui. Vous pensez pouvoir y arriver? Oui. Vous débutez, bien évidemment. Je débute, oui. Alors, le support permanent de l'humidité, c'est l'humus dans la terre. Voilà, l'humus est un complexe assez intime entre le minéral et l'organique, entre le minéral qui est donc assimilé à mort et l'organique qui est assimilé à vivant. Le tout, grâce aux petits animaux, on a quelque chose de très stable et de très avide d'eau. Donc il garde l'eau, il a en présence de champignons, cette eau est récupérable à l'extrême jusqu'à des conditions très très sèches de climat. Voilà. Bien sûr, il faut prévoir une réalimentation. Dans mon cas, elle est assez facile, je suis au bord du lac, donc il suffit de générer un circuit d'eau à partir de l'eau du lac, donc il faut faire remonter un petit peu l'eau, avec un panneau solaire par exemple, c'est gratuit. D'accord. Les animaux, ce sont vos alliés, ce sont vos ennemis, il y a des nuisibles. Comment on fait pour traiter les nuisibles quand on est permaculteur? Alors, déjà, on a une philosophie de permaculteur, donc il n'y a pas de nuisibles. Aucun animal n'est nuisible? Non, ils sont juste, encore une fois, trop présents. Donc, quand il y a trop de limaces, je les ramasse, je fais du purin de limaces. Ça fait peur aux autres parce que je répands ce purin sur mes plantes. Et donc, quelque part, les autres limaces fuient, et puis il y en a moins.
J'ai beaucoup de rats taupes, eh bien, à un moment donné, je me dis, c'est vrai qu'ils me mangent quelques poireaux, mais de l'autre côté, ils aèrent la terre. Donc ce sont des partenaires. Enfin, j'ai des animaux partenaires et actifs, que en positif, j'ai des canards, des colverts tout simplement, et des jeunes que je fais circuler dans les allées, et eux, ils consomment les nuisibles qui peuvent me gêner. Alors, vous avez démarré il y a à peu près un an. Quel est le bilan de cette année écoulée? Qu'est-ce que vous en faites comme bilan? Alors, ça fait 1 an et demi à peu près. L'an dernier déjà, j'avais constaté que quand on rend la main à la nature, quand on lui laisse faire ce qu'elle veut, c'est fantastique. Donc l'an dernier, j'avais des concombres qui avaient envie de envahir toute la serre. Cette année, j'ai eu, bien sûr, comme tout le monde, des problèmes de sécheresse et tout, mais financièrement, gustativement et humainement, c'est un constat de réussite. Aujourd'hui, j'ai eu des productions qui sont tout à fait saines et normales, que j'ai pu commercialiser sur place, que j'ai pu commercialiser sur un petit marché à Souston-Plage. Et je remercie d'ailleurs à cette occasion tous les commerçants de cette zone qui sont vraiment très attentifs au bio et au commerce local. Voilà. Et pour moi, c'est une année pleine, une année vraiment entière. Et l'année prochaine, j'espère que ça sera encore mieux. On peut donc dire que la permaculture est un modèle économique viable? Oui, tout à fait. J'attendais la question, est-ce qu'on peut en vivre? Et effectivement, c'est même supplémentaire, on peut déjà vivre. Voilà. On peut, sur ses 2 pieds, on peut arriver à avoir une production, avoir une nourriture saine, à avoir des bonnes relations avec la nature, avec son environnement, avec ses clients. Voilà. Je commence à avoir des visites spontanées de touristes, de gens plus locaux, qui viennent voir un petit peu à quoi ça ressemble et qui prennent le modèle sur ça pour aller un peu au-delà. Et vous, personnellement, vous souhaitez vous développer, créer des emplois à moyen ou long terme, ou rester avec les 800 mètres carrés de terrain, le permaculteur Bon, ben, depuis quelques minutes, on ne peut pas vendre la peau de l'ours, mais peut-être que l'affaire est faite. Donc j'ai 700 mètres carrés de plus à consacrer. C'est parti sous forme d'un verger. Verger, on parle de jardin-forêt. On va imaginer que c'est une culture à l'amérindienne où on a jusqu'à 7 étages de végétation en partant du sol jusqu'à la canopée des arbres. Et tous ces étages peuvent être productifs, soit en espèces comestibles, soit en espèces négociables, du bois, des teintures, etc. Donc voilà, aujourd'hui je pars sur un jardin-forêt, sur 700 mètres carrés de plus, qui nécessitera un coup de main. Et voilà, il y a plein de jeunes qui cherchent, il y a plusieurs personnes qui m'ont visité. Et tout à l'heure, je pense avoir fait affaire avec un gars, et voilà, on va faire un peu plus l'année prochaine. Donc ça veut dire, c'est pas un emploi, c'est... Vous développez. Je me développe. Marche avant, marche avant. Par contre, au niveau du consommateur, est-ce que les consommateurs, pensez-vous qu'à l'heure actuelle, ils soient prêts à ne manger que les légumes de saison, à arrêter de manger des fraises au mois de décembre, à avoir des légumes qui ne soient plus forcément calibrés, qui ne soient plus forcément dans un packaging super attractif, et retrouver le goût du vrai, du simple? Alors oui, il y a un peu de tout le monde. Il y a voilà, on fait avec la nature humaine, donc je peux vous dire, il y a des gens qui n'ont pas fait affaire avec mes légumes et qui ont dit qu'ils ne sont pas jolis. Voilà. Mais au moins, voilà, il y a d'autres commerçants. Il y a d'autres commerçants, ils n'étaient pas prêts. Et par contre, la plupart sont prêts justement à abandonner ce côté joli pour un côté gustatif, pour un côté vrai, pour un côté frais aussi. Voilà. Aujourd'hui, je fais un tabac, mais un tabac uniquement gustatif, parce qu'économiquement c'est léger, avec les aromatiques. Donc persil, basilic, plein de condiments comme ça qui font vraiment la différence sur un marché. C'est du frais, on fait sa cuisine en rentrant, on fait sa petite assiette, on fait sa petite salade, et tout ça, ça a du goût. Mais ça donne bien envie, Monsieur Mauresmo, merci. Vous allez nous dire où est-ce qu'on peut trouver votre exploitation? Eh bien, à Souston, au quartier de la Matte du Bec, au bout d'un petit chemin, très proche de la nature, au 28.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Souston, votre télévision locale. D'ici là, passez une bonne semaine. J'ai dit une bonne semaine pour TV.